Voilà, donc je vais vous parler cet après-midi des lignes de chemin de fer et le développement de notre ville. Je vais vous donner quelques chiffres avant tout. En 1700 comprenait 1000 habitants. En 1800, 10 000. En 1850, 18 000, pardon. Et en 1900, 36 000. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1850 et 1900, la ville a doublé son nombre d'habitants. Cela a impliqué de grandes modifications du plan d'occupation des sols, dont les voies ferrées ne sont pas étrangères. Situons-nous dans le temps, le développement de notre ville. En 1666, par décision du roi Louis XIV, sur les conseils de Colbert, un port est créé en Languedoc. Colbert envoie à Sète le chevalier de Clerville, grand commis de l'État, maître de Vauban. Un grand monsieur. Donc il décide de creuser le canal royal mettant en communication l'étang de Thau et la mer. Mais sachez qu'il a hésité à faire le port dans l'étang ou dans la mer, pour finalement le décider en mer, ce qui sera compliqué, onéreux et ensablé en permanence jusqu'à ce que l'on construise le brise-lames. Chevalier de Clerville a beaucoup travaillé à Sète avec Pierre-Paul Riquet. Faisons un grand bond en avant et dans le temps et positionnons-nous à notre époque. Ce plan de Sète est très intéressant. On y voit les 3 lignes de chemin de fer dont je vais vous parler et qui ont participé au développement de notre ville. La première, c'est la ligne Montpellier-Sète, en bas de l'image, celle-ci. Au bord de la mer, c'est la première ligne inaugurée en 1839. C'est la 3e ligne française. Et qui aura 2 gares en fonction des travaux décidés par la ville. Elle changera de nom après le rachat par M. Talabot, directeur de PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Ce sera donc la gare PLM. La 2e ligne, c'est la ligne Bordeaux-Sète. Elle est en haut, là. Là, c'est la gare actuelle. Donc, cette ligne Bordeaux-Sète est construite en 1857, soit 18 ans après la ligne Montpellier-Sète. Et elle aura aussi 2 gares. Cette ligne est située en haut de l'image. La 3e, construite en 1900, est appelée la ligne d'intérêt local. C'est celle-ci, là. Ligne d'intérêt local de la Compagnie du Midi, c'est la ligne 7 Montbazin, qui décernait Balaruc, Issanca, Gijan, Montbazin et au-delà sur Montpellier. 3 lignes donc de chemin de fer pour notre ville. Voyons la première ligne de chemin de fer, dite ligne PLM. Elle est donc construite avec des capitaux parisiens. Les Montpelliérains, initiateurs de la ligne, c'était quand même la 3e ligne française, n'avaient pas pu réunir les capitaux nécessaires. Personne n'y croyait. Les investisseurs locaux étaient plus que frileux. Bref, elle est construite et le 9 juin 1839, elle est inaugurée. Vous trouverez dans nos derniers bulletins des articles sur les lignes de chemin de fer et sur les gares. Voici un dessin du chemin de fer de Montpellier-Sète, PLM. C'est en rouge sur le plan. Cette ligne, elle arrive au canal royal. Vous voyez, le canal royal est là, le canal qu'on connaît tous, mais il n'y avait pas le canal maritime du tout à cette époque-là. En 1839, n'existait pas. Donc ici, vous avez la rue Lazare-Carnot, la route de Montpellier, rue Lazare-Carnot, et la gare était proche de la rue Lazare-Carnot, approximativement au niveau du quai Saint-Marie et de la rue Lazare-Carnot. Ce qui est logique, puisque la rue Lazare-Carnot, c'était la seule voie d'entrée terrestre de Sète. En 1860, lors de la première tranche du canal maritime, qui a été creusé entre 1840 et 1854. La première tranche comprenait le nouveau bassin et s'arrêtait à la darse de la Pérade. Ici, canal de la Pérade, etc. Donc, le creusement du nouveau bassin et de la première partie du canal maritime va couper la ligne qui est arrivée, je vous l'ai dit, au coin de quai Saint-Marie et rue Lazare-Carnot. Et en coupant, donc ça fait déplacer la gare. Donc la 2e gare de Sète était à l'emplacement actuel à Orsetti. Et cette gare a eu un rôle capital dans le transport des marchandises, venant ou allant au canal du Midi ou au canal du Rhône à Sète et au port.
du fait de la voie ferrée Montpellier-7 en bordure de plage, les constructions vont se faire au nord de cette ligne qui occupe le Lido et le port va s'agrandir en gagnant sur la mer. Ça, c'est la locomotive qui animait les trains en 1839. Et vous voyez son temps d'air, et elle tractait une dizaine de wagons sur une voie unique. Mais sachez quand même que 6000 personnes ont été véhiculées en une seule journée en décembre 1839. Sur cette carte PLM, vous voyez la proximité du Cursal, là, et des bains de mer de la gare PLM, qui est située là. Des milliers de personnes, des tonnes de marchandises venaient à Sète grâce au train. Et ce trafic incessant attira des investisseurs. Le port accélère son développement car durant la période napoléonienne, le blocus et le manque d'entretien avaient ensablé le port terriblement. Mais on arrive à le curer et surtout, on construit le brise-lames qui va permettre de limiter l'ensablement du port. La conquête de l'Algérie d'une façon générale, le développement du commerce maritime mais aussi ferroviaire et terrestre provoque un afflux de capitaux et un accroissement très important de la population. Sète n'est plus un village au bord de la mer comme l'écrivait un commentateur en 1828. Je n'ai pas pu résister à vous passer cette vue du Cursal. Cursal avant 1910. Donc, profitant de cette gare, le Cursal est construit en 1854. Et grâce au train, Sète devient la plage de Montpellier. C'était pratique puisque la plage était juste à côté de la gare. Cet édifice était une aubaine pour notre ville, car on pouvait s'y désaltérer, danser, se restaurer, voir des spectacles de renom et jouer au casino. Et toute une population venue de Montpellier et des environs s'y rendait. Ce Cursal en bois a brûlé en 1910. Il a été remplacé en pierre et briques. Il disparaîtra en 1941, avalé par l'expansion du port et la guerre. Ces wagons accumulés à la gare PLM vous montrent l'utilisation, en attente d'utilisation, vous montrent une idée du trafic marchandises de cette gare, dont la proximité avec le port a permis une très importante augmentation des importations et des exportations. Sète, à cette époque, était la capitale mondiale du vin. Alors là, c'est intéressant, cette vue aérienne. C'est tout un quartier qui se constitue entre 1840 et 1900 autour de cette gare PLM. La gare PLM est ici. Donc c'est la deuxième gare, hein, donc elle est là. Et il y a tout un quartier qui se constitue. Bon, là, l'image un peu plus loin, c'est exactement la même chose. Il y a plus de hangars. Et donc, il y a des rues évocatrices de la présence du train. Tout ce quartier a disparu, avalé par le port. Mais ces rues ont existé, elles figuraient sur des cadastres. Il y avait, tenez-vous bien, la rue du chemin de fer, la rue des gares, la rue des locomotives, la place du chemin de fer, la rue de la Prudence, la rue de l'embranchement, et enfin, et je vous assure, ça ne s'invente pas, la rue du Sauve-qui-peut. La gare PLM est en bas, donc, de l'image, avec ce grand toit. Cette gare a attiré les investisseurs et on a bâti autour sans véritable plan d'urbanisation, mêlant des constructions et des hangars au gré des propriétaires des lots. C'était très attractif, cette zone, avec la route, le canal, la voie ferrée, le port, la plage, le Cursal. Ça faisait beaucoup, hein. Alors, la deuxième ligne de chemin de fer, dite ligne de la Compagnie du Midi ou Bordeaux-Sète. Cette ligne a eu un rôle capital dans le développement de notre ville. Elle était la propriété des frères Pereire et elle est venue concurrencer la ligne Montpellier-Sète de M. Talabot, PLM. Donc voici les portraits. À gauche, c'est M. Talabot, propriétaire de beaucoup de lignes en France, dont PLM, et à droite, un des frères Pereire, qui est donc propriétaire de la ligne Bordeaux-Sète. Ce fut une lutte sans merci entre ces deux propriétaires de lignes, de chemin de fer. Mais finalement, un accord est conclu et une bifurcation est mise en place au niveau de la Pérade pour permettre au train de se rendre directement à la gare de M. Pereire, que nous connaissons. Tous les trains, seuls ceux qui étaient destinés au port, sont dirigés vers la gare PLM. Cette bifurcation est encore appelée de nos jours par le personnel ferroviaire la bifure. Alors là, c'est un plan qui date de 1854.
La Compagnie du Midi construit sa ligne de Bordeaux à Sète, et qui sera inaugurée en 1857. Donc c'est 3 ans avant l'inauguration de la gare et tout. Il montre le projet de la gare future. Voilà, la gare future, c'est ici, la gare. Là, vous avez le canal maritime, le canal royal, ici, le pont de chemin de fer, puis il n'y a pas de pont routier, pont de chemin de fer, la gare. Et là, vous voyez, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, et pour cause, il n'y avait rien. Puisque c'est tout le quartier de l'avenue Victor Hugo qui va être construit grâce au creusement de ces canaux. De tout ça, tout ce grand volume qui était complètement, non seulement désert, mais couvert par l'étang, puisque l'étang arrivait à la rue Voltaire. À la rue Voltaire. Et le bord de l'étang, c'était la rue Paul Bousquet. Donc tout ça, c'était de l'étang. Grâce au creusement de tous ces canaux, on a pu acquérir des terrains pour construire différentes choses. Je vais vous en parler. Donc l'axe de la gare est en place, future avenue Victor Hugo. Il est là, l'axe. Et on voit bien que la gare, elle a été exprès mise à cet endroit-là et pas ailleurs. Il n'y a pas de pont routier, hein, puisque la route, c'était pas prévu à l'époque. Voici l'inauguration de cette ligne Bordeaux-Sète. Ça se passe à Toulouse. Il y a 2 trains. Où c'est qu'il est là? Vous avez un train ici, un train là. Et pour cause, dans un train, il y a un des frères Pereire, dans l'autre frère. L'un venait de Bordeaux, l'autre de Sète. Voici à quoi ressemblaient les locomotives de l'époque. Là, on est déjà plus loin que la première locomotive que vous avez vue. Ça, c'est dans les années 1860. Elle est belle, celle-là. Hein. Alors, la première gare de la Compagnie du Midi était située, non pas là où vous connaissez actuellement la gare, mais ici. Et c'est normal, il y avait le canal royal était présent, donc le train il s'arrêtait avant. Et donc, elle était entre Noilly-Prat et la station-service du boulevard. On ne sait pas trop, hein, c'est par là, on dit l'enclos Chavas et tout. J'aime pas bien plus situer, j'ai aucun plan où elle figure. Et donc, cette gare brûle en 1860 et il faut la reconstruire et faire quelque chose. Et c'est là que les frères Pereire sont un grand génie, parce qu'ils déplacent la gare primitive qui était ici et ils la mettent au milieu de nulle part. Il y avait strictement rien là. Et ils proposent de creuser le canal latéral, qui est là, de relier le bassin de la darse de la Pérade au bassin du Midi, qu'ils creusent aussi, puisque leur gare marchandise est ici, donc ils ont besoin de pouvoir accéder à l'eau. Là, c'est très intéressant. Donc le port, les marchandises partaient du port, montaient tout le canal maritime, arrivaient au bassin du Midi, passaient le pont de la gare, celui-là, et puis après, ici c'était les restes du pont de l'Amour, ça, et puis remonter le canal royal pour se rendre ensuite dans l'étang de Thau, le canal du Midi, etc., voire passer directement sur le canal du Rhône à Sète. Alors, en creusant tous ces canaux, la terre va servir à combler l'étang de la rue de la Douane au pont du chemin de fer et jusqu'à la rue Paul Bousquet. C'est-à-dire que grâce à la terre issue de ces canaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, non seulement on va faire l'avenue Victor Hugo et tout ce qu'il y a autour, mais aussi le Paul Bousquet, il est là. Donc tout ça, c'était dans l'eau. Là, j'habite d'ailleurs sur ce quai, c'était dans l'eau, et la plagette aussi. Et une partie de la pointe a été aussi comblée par l'étang, par la terre des canaux. Alors attendez, hop. Voilà aussi notre gare. Elle est belle, hein? Là, les chevaux qui attendent, les taxis qui attendent devant la gare. C'est une des premières vues de la gare de la Compagnie du Midi, devenue rapidement la gare voyageur de Sète. Notez le parc à huîtres devant la gare. Où c'est qu'il est passé là? Ah là. Et ça, c'est les parcs à huîtres. Ça a été supprimé parce qu'il y a eu un paquet de typhoïdes dans différents endroits de France. Mais enfin bon, c'est pourquoi après il a été déplacé, ces parcs sont allés dans l'étang. Alors c'est une perspective là qui a été voulue par les autorités pour qu'en sortant de la gare, on puisse avoir une vue magnifique, très parisienne, avec ces immeubles haussmanniens et cette large artère plantée d'arbres. Le temps s'écoulait pas de la même façon à l'époque, hein, parce que
La gare a été construite en 1861. Le pont de la gare en 1874, 13 ans après. Et l'avenue Victor Hugo, terminée en 1878, soit 17 ans après la gare. Alors comment se rendait-on à la gare du coup? Eh bien justement grâce au pont de l'Amour. Je vous ai montré les restes au bout du canal latéral. Voilà. Sur cette vue aérienne, on voit bien l'expansion de notre ville. Ça, c'est typique. Hein. Autour de 2 lignes de chemin de fer. Une est là, c'est une des lignes de chemin de fer. La deuxième est là. Qui forme comme un cadre avec, du côté de la montagne, la Carrossane, qui ferme l'expansion vers le haut. La ligne, la Carrossane est ici, hein, hop. La ligne de la Compagnie du Midi ferme donc l'extension vers l'étang, et la ligne PLM, l'extension vers la mer. Un, ça ferme ici, l'autre, il ferme là. Tout ça, c'est fermé du coup. En ce qui concerne la ligne de la Compagnie du Midi, elle a permis le développement de la ville sur le terre-plein de la Bordigue, c'est-à-dire le quartier Victor Hugo, entièrement dû à sa construction, mais aussi de tout le quartier constitué par les terrains Auriol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces terrains, mais je vais vous en parler, vous verrez. Et de même que le quartier de la Pointe-Courte. En effet, les pêcheurs actuels de la Pointe, ils étaient au bord de l'étang, et le bord de l'étang, il était rue Voltaire. Donc quand on a commencé à combler tout ça, à construire et tout, ils ont été obligés de partir, et ils se sont établis à la Pointe. C'est une partie. Le creusement du canal maritime, du bassin du Midi, du canal latéral, a permis de combler cette partie d'étang jusqu'à la gare actuelle en créant le quartier de la Bordigue. Les pêcheurs ont donc dû quitter cette zone. Alors donc on visitait la Pointe à cette époque. Vous voyez, il y a 2 dames là qui visitaient la Pointe, et on dit qu'ils visitaient parce qu'on les a retrouvées sur d'autres photos de les mêmes. Donc c'est qu'elles visitaient. Voici un document intéressant. C'est l'action de la Société anonyme du Nouveau Lazaret, Nazaret protestant. Il concerne M. Auriol, qui possède, enfin sa famille, 13 hectares, qui vont être lotis entre 1850 et les années 1930. Les Auriol qui possèdent ces hectares vont les lotir eux-mêmes dès 1850 et appliquent sans aucun détour la loi de l'économie de partage, conduisant à la construction d'immeubles de rapport. Tout un quartier secret proche de la voie ferrée et de la gare actuelle. Mais éclairage, pavage des rues, égouts, eau sont pas prévus. Pas prévu. La ville proteste, des pétitions circulent et finalement, après avoir vendu beaucoup de lots et fait fortune, les Auriol donnent à la ville des terrains et la place de la République en échange de l'arrêt des poursuites. Voici, je vous ai mis 2 petits plans. Vous voyez le plan d'urbanisation des terrains Auriol avec des rues bien alignées et au centre de la place de la République, notez l'hôpital qui structure les rues Barbus, Arago, Lucien Salette et Montmorency, et puis tous les autres. Ça, c'est entre 1850 à gauche, 1879, en plein dans la progression de la population sétoise, puisque je dis qu'en 50 ans, elle avait doublé. Là, c'est un peu plus coloré. La proximité de la gare est très attractive fin 19e, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. 1862 sur le plan de gauche, 1905 sur celui de la droite, 40 ans les séparent et un doublement de la population, coincée entre la Carrossane et les 2 lignes de chemin de fer. Fait comme un cadre. Ceci est une curiosité, une vraie. Hein. C'est un plan qui aurait pu disparaître. Il a été sauvé du feu par un des membres de notre société. Il est intéressant, je pense que les habitants de la Pointe et ceux de la Plagette vont être ravis. En effet, il était sur ce plan envisagé de faire un pont, et tenez-vous bien, un pont situé au bout du canal royal, entre la Pointe-Courte et la zone en arrière de la station zoologique, puis direction un carrefour. Voilà. Au-delà, j'ai bien l'aide là, un carrefour, c'est au-delà du boulevard de Verdun, derrière l'ancienne gendarmerie, où une avenue conduisait à l'hôpital, médiathèque actuelle, et de l'autre côté, direction les casernes. J'ai lu dans le livre de Degas que cette avenue aurait été encore plus impressionnante que l'avenue Victor Hugo. C'est pas peu dire. Hein. On voit sur ce cliché l'urbanisation de tous les quartiers autour de la ligne de la Compagnie du Midi. Vous voyez, là, vous avez... Hop, on voit les terrains qui ont été pris sur l'étang
et toutes ces constructions autour de la ligne de chemin de fer. La troisième ligne, il y en a quand même encore une, c'est la ligne d'intérêt local. Je vous l'ai fait figurer en rouge sur cette carte. C'est la ligne qui va de Sète à Montbazin en passant par Issanca, Gijan, etc. Construite à partir de 1900, son intérêt est surtout industriel et aurait pu changer l'avenir industriel de notre ville. Cette ligne d'intérêt local a permis beaucoup d'échanges entre le port et les industries implantées sur les pourtours de l'étang de Thau. Vous y retrouverez la Bordelaise, les cimenteries Lafarge et aussi les forges Le Creusot. Les forges Le Creusot, c'était un véritable météore industriel, en effet, et il a existé de 1902 à 1904. 2 ans. C'est véritable gâchis industriel. Ça aurait pu changer l'avenir industriel de notre ville avec une fonderie sur place. Ça permettait plein de choses. Ben, ça a coulé. Les lignes de chemin de fer à l'époque étaient privées. Voici une action de la compagnie anonyme des chemins de fer d'intérêt local. L'usine La Bordelaise, ça va faire plaisir à mon ami Denis Bach. La Bordelaise au bord de l'étang et la cimenterie Lafarge. La voie ferrée d'intérêt local est visible au bout des bâtiments de la Bordelaise. C'est tout ça, la Bordelaise. Ça a complètement disparu, il reste juste un petit bâtiment. Une locomotive de la ligne d'intérêt local construite par la Compagnie du Midi. Là, vous voyez la cure gourmande, c'est l'ancienne gare de Balaruc. La tranchée est derrière. Là, en voiture, vous voyez qu'il fallait escalader quand même quelques marches pour arriver dans le train. Alors, sur cette carte, vous voyez la progression de notre ville vers le nord et l'ouest au fil des siècles, en attendant la prochaine poussée vers l'est, laquelle sera bien encadrée par la ligne PLM au sud, Compagnie du Midi au nord, le long de la route de Montpellier, le canal de la Pérade, le quai des Moulins. La zone A, qui est en jaune, je ne sais pas si on voit bien, ouais. La zone A, c'est des quartiers primitifs, 1680-1750. La zone B, en rouge, c'est le centre-ville, 1750-1850. La zone C, en vert, c'est 1850 à 1900, c'est le port du vin. Et la zone D, en bleu, entre 1900 et 1950, ce sont les usines chimiques. C'est l'ordre du rail qui prévoit désormais dans la circulation et le développement de notre ville. Ces 3 voies ferrées ont constitué un cadre dans lequel la ville s'est développée, prenant la place de ce qui, durant des siècles, a conduit notre ville. Je vais parler de l'eau, c'est-à-dire les canaux, l'étang, le port et la mer. Je vous remercie. Merci Michel. Est-ce que vous avez des questions ?